Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, on fait une petite émission spéciale avec mon co-animateur Monsieur Loïc Ouais, en vue bonjour. des bonjour en vue des élections Municipal. municipales de 2026. Nous recevons notre premier candidat dans les locaux de Artap. Bonjour Monsieur Julliard. Bonjour Elvis, bonjour Loïc, merci Bonjour. pour l'invitation, ravi d'être là avec vous. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas en quelques mots? Oui, tout à fait, donc je m'appelle Philippe Julliard, j'ai 40 ans, bientôt 41 la semaine prochaine. Je suis marié, père de 2 enfants, j'habite Nogent depuis 12 ans maintenant. De formation droit et sciences politiques, j'ai collaboré avec des élus depuis 15 ans dans le milieu des collectivités locales. Et tous les échelons de collectivités, j'ai fait du conseil régional, un peu de départemental, beaucoup de communes, et c'est justement lorsque j'étais au sein d'une commune en Seine-Saint-Denis que le maire de Nogent, Jacques-J.P. Martin, m'a repéré et m'a proposé de le rejoindre pour me proposer le poste de directeur de cabinet, poste que j'ai occupé ces 5 dernières années à ses côtés. Après, aujourd'hui, je suis candidat aux élections municipales de Nogent. Je ne renie pas du tout ce que j'ai fait avec le maire Jacques-J.P. Martin, mais j'ai envie de proposer autre chose aux Nogentaises et aux Nogentais, une autre voie, un autre choix, une autre façon de faire de la politique, qui repose davantage sur les acteurs locaux, les citoyens engagés de tous les quartiers, de tous les secteurs d'activité. Et c'est ce projet-là que je souhaite présenter aux Nogentaises et aux Nogentais. D'accord. Je te laisse continuer, Loïc. Ouais, ok. Du coup, alors, quel était votre parcours avant le rôle que vous avez occupé à la mairie? Alors effectivement, comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu des collectivités locales. Donc j'ai fait un peu tous les échelons. J'ai fait donc un peu de parlement d'abord, un peu de parlement. Ensuite, je suis parti au conseil régional de Bourgogne où j'ai eu l'occasion de côté justement les conseils départementaux de Côte d'Or, de Lyon, de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Et puis beaucoup de communes en Essonne et en Seine-Saint-Denis, jusqu'à arriver à Nogent-sur-Marne pour occuper la fonction de directeur de cabinet pendant 5 ans. Et petite question, comment avez-vous eu l'idée de vous présenter aux élections 2026? Ça a été un long cheminement. Ça a été un long cheminement. Comme je le disais, je renie pas du tout le travail que j'ai accompli avec Monsieur le maire, aux côtés de Jacques-J.P. Martin et de son équipe. Seulement, voilà, pendant 5 ans, on a fait beaucoup de belles choses, de très belles choses. On a recréé des synergies, on a aidé un certain nombre d'acteurs locaux, les associations, les commerces. On a porté un certain nombre de projets. Mais durant ces 5 années, un certain nombre de divergences ont commencé à se développer sur l'urbanisme, sur la gestion de la politique des commerces, sur nos relations avec le territoire Paris-Est Marne-et-Bois, sur la gestion aussi de certains services à la population, sur aussi des lourdeurs administratives que je n'avais pas connues par le passé et auxquelles j'ai été confronté au sein de la municipalité de Nogent. Donc tout ça a fait que petit à petit, il y a eu un cheminement intellectuel qui a commencé. Et puis beaucoup des gens avec lesquels j'ai travaillé, des acteurs locaux, des citoyens engagés dans tous les quartiers, auprès d'associations, auprès des commerces, dans le milieu de la santé, qui ont commencé à me poser la question, mais Philippe, ça serait peut-être bien que ce soit toi qui te présente. On pense que tu peux créer quelque chose. On peut créer une dynamique. Et donc, le temps a passé. C'est un vrai choix quand même. C'est un vrai choix voilà, de quitter ce poste de confortable pour se lancer dans une telle aventure collective. Et c'est un choix que j'ai décidé d'assumer en responsabilité. Et donc aujourd'hui, voilà, je souhaite proposer un nouveau projet, une nouvelle façon aussi de faire de la politique et de concevoir l'action publique aux Nogentaises et aux Nogentais. D'accord, merci. Vas-y Loïc, à toi. Ouais. Et du coup, si jamais vous êtes élu, quels sont les principaux projets actuels que vous mènerez pour la municipalité? Alors,
Nous, le projet que l'on va porter et que l'on porte déjà auprès des Nogentaises et des Nogentais repose sur 3 piliers. La proximité, la durabilité et l'attractivité. Au-delà d'être un slogan, ces 2 mots résument l'état d'esprit dans lequel nous nous inscrivons. La proximité, c'est la méthode, c'est-à-dire la concertation, l'écoute, le dialogue, faire confiance aux acteurs locaux qui souhaitent nous aider à porter des projets. C'est aussi la réforme de l'administration municipale dans certains secteurs clés qui me paraissent importants, soit de reprendre en main, soit de s'associer avec d'autres partenaires pour pouvoir avancer. Ça, c'est la partie, on va dire, proximité. La partie, ça c'est donc la méthode. La durabilité, ça c'est l'objectif, parce qu'il faut qu'on prépare nos communes, nos villes, aux grandes transitions à venir, les transitions énergétiques, les transitions écologiques. Donc il faut savoir s'inscrire dans le temps long. Et enfin, l'attractivité, ça sera le résultat, c'est-à-dire que nous, le projet se reposera sur ce que nous appelons les 3 cœurs de nos gens. Donc on a le port, que nous transformerons en marina dès la première moitié du mandat, en développant toutes les activités nautiques. C'est le centre-ville commerçant, marchand, vivant, que l'on veut développer à travers des animations, un soutien au commerce, le développement de l'attractivité. Et enfin, le quartier du RERA, le quartier Baltard, que l'on spécialisera plus sur le secteur de la santé et de la culture, en s'appuyant notamment sur le pavillon Baltard. Vas-y, Elvis. Comment gérez-vous les contraintes budgétaires tout en maintenant un niveau de service public satisfaisant? Alors, les contraintes budgétaires, effectivement, elles existent. Il faut savoir, peu de gens le savent, mais que en 10 ans, sur le budget communal, nous avons perdu l'équivalent de 20 millions d'euros de dotation d'État, en cumulé. Oui. Nous avons perdu le pouvoir fiscal sur la taxe d'habitation, qui a été remplacé encore par une dotation. Donc la mairie, les municipalités, c'est pas propre à la ville de Nogent, mais fonctionnent sous perfusion étatique. Et on voit que le gouvernement actuellement a un peu de mal à voter son budget, donc ce qui ouvre une période de doute et d'incertitude, encore une fois, pour les collectivités, car on sait qu'in fine, les débats parlementaires termineront sur une nouvelle saignée des dotations aux collectivités. Donc dans ce contexte, il faut effectivement avoir une réflexion sur l'usage et le bon usage des deniers publics. Comme je parlais de proximité, de refonte de l'administration municipale, il y a un certain nombre de services que l'on peut organiser autrement pour se dégager des marges de manœuvre. Il y a certains contrats avec des prestataires privés que nous payons à prix d'or qu'il faudra revoir, justement pour pouvoir dégager des marges de manœuvre budgétaires. Et puis il y a une logique aussi entre l'optimisation des dépenses de fonctionnement, il y a aussi l'optimisation des recettes, et nous voudrons et nous créerons dès les premières semaines du mandat un service dédié à la collecte de subventions. D'accord, merci pour votre réponse. Y a-t-il des projets spécifiques que vous souhaiteriez particulièrement valoriser ou mettre en place dans les prochains mois? Dans les prochains mois, d'abord, il y a la campagne à mener. Ouais, non, mais l'élection, c'est en mars. On a encore quelques mois avant nous. Ouais. Non, mais disons que genre la campagne a été passée en fait. D'accord. La campagne est passée, je Ouais. suis élu. Ouais. Alors déjà, je suis content. Nous sommes contents avec toute mon équipe. Tout dépendra des marges de manœuvre budgétaires, comme on l'a dit, parce que l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre. Il faudra voir le budget qui sera sûrement voté en février, ce qu'il nous propose et les marges de manœuvre qu'on peut dégager. Alors après, on peut toujours, même si le budget est voté en février, imaginer un budget supplémentaire ou des décisions modificatives. Ça, c'est pas vraiment un sujet. Mais la priorité, nous l'axerons, sur l'attractivité du port. Le port qui a été trop longtemps sous-exploité et qu'il nous faut développer, en lien toujours avec les acteurs locaux qui font un travail remarquable. Je tiens à les saluer ici aujourd'hui. On a réussi à mettre en place toute une série d'animations uniquement pour l'instant sur la période estivale, mais on voudrait développer cette dynamique. Et d'ailleurs, nous allons organiser très prochainement une promenade urbaine. On en organise pendant tout le long de la campagne, mais nous aurons une promenade urbaine spécifique à l'attractivité du port fin novembre. Et nous allons aussi travailler sur la gestion du pavillon Baltard, parce que si nous voulons pouvoir l'exploiter comme il se doit, il y a tout un travail de rénovation phonique et de rénovation thermique à mener. Donc c'est quelque chose que nous allons lancer dès le début de mandat.
Et puis surtout, travailler les synergies avec tous les acteurs locaux. Je pense notamment aux associations. Nous souhaitons mettre en place avec nos grandes associations, notamment sportives et culturelles, des contrats de partenariat avec la municipalité, des contrats d'objectifs pluriannuels, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre une subvention qui tombe tous les ans, ça crée une sorte de couperet au-dessus de la tête des présidents d'associations parce que par rapport aux contraintes budgétaires, effectivement, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Mais l'idée, c'est vraiment de leur offrir cette visibilité et nous, du coup, de nous appuyer sur les associations pour pouvoir travailler à des projets concrets pour les habitants. Ok. Quels sont vos constats sur l'état des routes et des trottoirs dans la commune? Ça dépend où. Là encore, nous avons fait une promenade thématique au début du mois qui traitait le thème des mobilités. Alors les mobilités avec un S. C'est souvent quand on parle de mobilité, on va penser voiture, on va penser vélo ou trottinette, mais on oublie qu'avant de monter dans une voiture ou se mettre en selle, on est avant tout des piétons. Et lorsqu'effectivement on arpente la ville avec dans ce paradigme-là, on s'aperçoit que par endroits, effectivement, nous avons des trottoirs qui sont de bien piètre qualité et qui ne permettent pas justement aux PMR de circuler facilement dans la ville, aux poussettes. Non plus, on voit qu'on a des trottoirs très pentus, on a parfois du mobilier urbain, alors qui souvent n'est pas suffisamment entretenu, mais qui réduit l'espace réservé aux piétons. Donc effectivement, il y aura tout un plan. Alors nous fonctionnerons beaucoup sur toutes les thématiques si les Nogentaises et les Nogentais nous font confiance, par des plans pluriannuels d'investissement. C'est-à-dire que toutes nos politiques, pour justement limiter les coûts et la politique du coût par coût, nous aurons des plans dans toutes les thématiques. Et donc, sur la question de la voirie, dès qu'il y aura des travaux structurants à mener, nous en profiterons pour réhabiliter les trottoirs, notamment en les aplanissant, en supprimant les bateaux qui sont devant les différentes sorties d'immeubles ou pavillons, parce que toutes les villes modernes se sont toutes constituées de la même manière, c'est-à-dire de faciliter l'usage du véhicule motorisé individuel. D'abord, pensons aux piétons, et ensuite nous traitons justement toutes ces mobilités afin que chacune et chacun puisse se déplacer librement dans sa ville. Parce que finalement, la politique par rapport au PMR, elle est assez intéressante. Toutes les villes ont un calendrier qu'on appelle le calendrier ADAPT qui impose aux communes de mettre en conformité les accès aux différents services publics qui accueillent du public. Mais encore faut-il se poser la question de comment les personnes se rendent à ces services publics. Oui. Et donc ça passe justement par le traitement des trottoirs. Et nous imaginons même, notamment dans le quartier du centre-ville, tout autour du marché, des trottoirs traversants. C'est-à-dire que ce n'est plus les piétons qui traversent la rue, mais ce sont les voitures qui doivent traverser le trottoir. Et donc ça change complètement la mentalité. Nous remettrons le piéton en priorité pour les déplacements dans la ville. Comment vous comptez-vous améliorer la signalisation et la sécurité au niveau des passages piétons? Ah, c'est précis. C'est précis comme question. Comme je disais, ça, il n'y a pas vraiment de sujet. Effectivement, le traitement des passages piétons, à partir du moment où on voit qu'il n'est plus suffisamment visible, il faut le retraiter. Alors sur certains abords d'école, notamment, je pense aux abords du pavillon Baltard, il y a un passage piéton qui est très accidentogène, notamment en période hivernale où la visibilité est très réduite. Donc effectivement, nous pourrions imaginer des systèmes lumineux qui indiquent les différents passages piétons, des systèmes surélevés. Et là encore, pour assurer une plus grande réactivité, comme je le disais précédemment, c'est de ne plus passer par des entreprises privées pour nous mettre 3 coups de peinture qui nous coûtent cher, mais c'est d'agir en direct, en régie, pour assurer une plus grande réactivité. Mais quand on parle des piétons, moi je pense il y a un secteur de la ville qui est pour le coup très dangereux en la matière au niveau de les traversées, c'est la place Leclerc. La place Leclerc, que vous soyez en voiture, piéton ou en vélo, ça ne satisfait personne. Donc il y aura tout aussi un projet de restructuration de la place Leclerc que nous souhaiterons mener. Mais ça sera en partenariat avec le conseil départemental. Ok. Y a-t-il un plan
pour moderniser ou renforcer l'éclairage public dans certains quartiers jugés insuffisamment éclairés. Alors un plan, il y en a déjà un en cours actuellement qui vise à remplacer tout l'éclairage public par des LED, ce qui permet à la fois un meilleur éclairage et également de faire des économies d'énergie à la collectivité. Ensuite, effectivement, sur certains secteurs où nous jugerons euh, que la luminosité n'est pas suffisante, nous pourrions intervenir en rajouter. J'insiste également sur certains secteurs où il y a des lampadaires, mais où les arbres ont tellement poussé qu'ils cachent la luminosité. Je pense notamment à la rue de Coulmiers. Comme ça, là aussi, on pourra la traiter en doublant la lumière du dessus par une dérivation, par un petit spot un peu plus bas, justement pour permettre l'éclairage suffisant de la rue. D'accord, merci. Envisagez-vous d'intégrer des technologies intelligentes, genre des capteurs, feux automatiques ou signalisation connectée pour sécuriser les déplacements? Sur les feux, sur la signalisation. Ouais, c'est ça, ouais. Sur la signalisation. Oui, tout à fait. Il y a déjà un système qui a été expérimenté sur certains endroits de la ville de feux récompenses, c'est-à-dire que ce sont des feux tricolores qui s'actionnent en fonction de la vitesse des véhicules. Si vous allez au-delà d'une certaine vitesse, vous passez en rouge. Si vous êtes en deçà d'une certaine vitesse, le feu reste au vert. Il y a toute une expérimentation qui a été menée chez nos voisins suisses, il faut le savoir, sur justement des feux intelligents, des feux intelligents qui sont tous équipés de capteurs et qui s'actionnent non plus sur un cycle rouge, orange, vert fermé et en permanence, très énergivore, mais par rapport au flux des véhicules. Donc nous pourrons effectivement étudier avec les autorités compétentes la gestion et l'expérimentation de tel type de feu sur certains tronçons. Comment la ville gère-t-elle la question des déchets encombrants ou de nettoyage des espaces publics? Alors ça, ce n'est plus la ville maintenant, c'est le territoire Paris-Est Marne-et-Bois. C'est le territoire Paris-Est Marne-et-Bois qui a récupéré la gestion de collecte des ordures et des encombrants. Donc il faudra rétablir, dans nos propositions, c'est établir un dialogue ferme et franc avec le territoire Paris-Est Marne-et-Bois, parce que ce territoire regroupe 13 villes, 13 communes au total, c'est un bassin de vie de 500 000 habitants, et parfois les problématiques nogentaises ne sont pas les problématiques de nos voisins. Donc si on veut vraiment avoir une politique qui réponde aux aspirations de nos habitants, effectivement, il faudrait que nous puissions avoir un dialogue assez franc avec les autorités du territoire Paris-Est Marne-et-Bois, un dialogue que nous avons déjà entamé sur la question de la rue Oresser, qui est fermée pour le marché provisoire le temps des travaux du marché du centre-ville. Et nous avons effectivement eu pas mal de remontées de commerçants qui étaient assez mécontents de l'état de la voie et du ramassage des ordures. Tout comme nous avons beaucoup de retours assez négatifs des habitants et des commerçants, principalement des restaurateurs, qui se sont plaints du changement d'horaire de la collecte des ordures. Parce que finalement, vous vous apercevez qu'au moment, au beau jour, où vous êtes en terrasse en train de prendre un verre tranquillement en famille ou entre amis, le camion poubelle passe à cette heure-là. Donc ça, c'est une problématique que j'ai déjà remontée à Monsieur le maire, que j'avais remonté également au territoire. C'est un dialogue qu'il faudra avoir avec eux pour obtenir un changement et une modification des horaires. Et puis certains secteurs, comme le boulevard de Strasbourg, doivent être traités en priorité, que ce soit au niveau des ordures ménagères, mais également au niveau des dépôts sauvages qui, par endroits, malheureusement, se multiplient et ne sont pas traités suffisamment rapidement. Et il nous ramène des rats aussi. Exactement. Exactement. De toute façon, la problématique des ordures, c'est un problème de salubrité. Oui. Donc, il faut les enlever le plus rapidement possible. Après, les dépôts sauvages sont les habitants qui les déposent, qui les font. Il faut aussi toute une politique de responsabilisation de ces habitants. Donc, il faudra avoir, là encore une fois, pas avoir peur de prendre des responsabilités et d'être ferme lorsqu'il cela sera nécessaire. Des actions concrètes sont-elles prévues pour renforcer la végétalisation et lutter contre les îlots de chaleur? Oui, tout à fait. Nogent-sur-Marne fait moins de 3 km², donc chaque espace compte. Partout où nous le pourrons, nous planterons des arbres. Nous planterons des arbres, notamment aussi, nous végétaliserons toutes les cours d'école. Car on sait,
On sait que nous allons avoir des pics de chaleur de plus en plus fréquents. Voilà, moi je suis toujours parent d'élèves, en plus d'être directeur de cabinet. Et comme beaucoup de parents d'élèves, j'ai reçu un texto l'été dernier qui m'expliquait que parce que il va faire trop chaud dans les classes, il faut que, si c'est possible, que je garde mon enfant avec moi. C'est pas acceptable. Ça fait 20 ans qu'on sait, qu'on nous Ouais. annonce qu'il va y avoir des pics de chaleur de plus en plus fréquents. Donc, dans notre projet, nous prévoirons de traiter un établissement scolaire chaque année. Végétalisation, aération, isolement, Ok, isolation. Donc, ok, ok. et ne plus privilégier les végétations dans l'urbanisme au niveau des cœurs d'îlots. Aujourd'hui, ça c'est une stratégie qui a été choisie, c'est un vrai choix de la commune, c'est-à-dire qu'on construit dans certains secteurs en bordure de parcelles et on va mettre 3-4 arbres au milieu de l'immeuble. Il vaut mieux construire en retrait de la voie, planter des arbres, souvent laisser les arbres qui sont déjà en place et qui ont une belle taille. Je pense notamment aux Beaux-Arts où il va y avoir un projet immobilier à l'angle Lequesne et Gallieni. Peut-être construire en retrait de parcelles justement pour pouvoir, même si les arbres sont sur un espace privatif, en fait, ils profitent à tout le monde à partir du moment où ils sont visibles. Et le meilleur climatiseur pour une ville, ça reste l'arbre. De toute manière, donc il faudra développer très fortement. Ok, ok. Quelle place occupent les commerçants de proximité dans votre vision du développement local? Une place fondamentale, une place majeure. On a beaucoup travaillé avec les commerçants de nos gens, et là encore, j'en profite pour saluer notamment l'association UCN, l'Union des commerçants de Nogentais, qui fait un travail remarquable pour animer nos rues. On l'a encore vu ces derniers jours au moment d'Halloween. Ce sont des événements très festifs, très familiaux, très conviviaux, qu'il faut pérenniser et soutenir. Les gens demandent ça beaucoup. Après, comme toutes les villes, Nogent a subi de plein fouet l'effondrement des grandes enseignes de textile, qui se sont toutes tirées une balle dans le pied en jouant à fond la carte d'Internet et des grandes surfaces. Donc effectivement, on a vu Minelli fermé, Camaïeu fermé. Et effectivement, comme ce sont des grandes surfaces et que nous n'avions pas l'habitude de voir des surfaces fermées à nos gens sur Marne, les gens ont commencé à avoir peur et puis à ajouter à cela les modes. Le commerce, c'est certaines modes. On a eu la mode des agences immobilières, des banques. Là, en ce moment, nous avons eu la mode des ongleries aussi. Donc voilà, il y a plein d'outils juridiques qu'on n'a sûrement pas suffisamment employés qui pourraient nous permettre de lutter contre le développement d'activités que l'on ne souhaite pas. Mais là encore, il ne faut pas avoir de discours alarmiste. Je vois souvent sur certains réseaux des analyses très pessimistes, nos gens se meurent, toutes les boutiques ferment. C'est pas vrai. Il y a un chiffre qui est très intéressant à bien appréhender, c'est le taux de vacances. Le taux de vacances en centre-ville, c'est-à-dire le pourcentage de surface vide dans votre centre-ville. En France, au national, la moyenne est de 16%. Au niveau départemental, il est de 14%, et à nos gens, grâce au travail justement et aux liens que nous avons développés avec les commerçants, il est de 4%. Alors oui, il y a des sujets, oui, il y a des commerces qui ferment, certains commerces ferment tout simplement aussi parce qu'ils vendent, les gens approchent de la retraite, ou ils ont des projets dans d'autres régions d'installation, donc ils vendent. Après, c'est à nous de travailler en lien avec les commerçants, justement, pour offrir aux Nogentaises et Nogentais les produits de qualité qu'ils attendent. Ok. Est-ce que vous envisagez de créer ou de relancer des marchés thématiques, genre comme les producteurs locaux, avec des trucs soit nocturnes ou éco-responsables? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, encore une fois, à partir du moment où vous mettez tout le monde autour de la table, les idées et les projets vont naître d'eux-mêmes. Des marchés nocturnes, je pense qu'effectivement, on pourrait tenter cette expérience. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on essaye d'imaginer autre chose. On pourrait réinvestir aussi avec des petits marchés dédiés à l'artisanat local, parce que nous avons beaucoup de nos Nogentais finalement qui ont des ateliers dans leur habitation, qui n'ont pas de boutique avec pignon sur rue, mais qui voudraient bien gagner en visibilité. On pourrait très bien imaginer des marchés voilà, d'artisans, notamment sur les bords de Marne. Je vous ai dit que j'avais un grand Ouais. projet justement de travail et de développement, de renforcement du dynamisme et de l'attractivité du port. Ça peut Ouais. aussi passer par ce type de démarche. Là, j'ai fait une permanence il y a la semaine dernière
sur le boulevard de Strasbourg, et les jeunes qui sont venus à mon rencontre à ce moment-là m'ont demandé un marché de Noël au niveau du port. Bah, c'est une excellente idée à avoir en travaillant en Ouais. concertation avec les habitants et les commerçants. Comment la municipalité soutient-elle les associations et les initiatives citoyennes? Bah, principalement par un soutien de deux types. Il y a le soutien financier, la subvention, et puis il y a le soutien en nature, la mise à disposition de locaux ou de différents moyens de support de communication, etc. Et comme je vous l'avais dit précédemment, l'idée c'est justement d'offrir un peu d'air, une bouffée d'air aux différentes associations par des contrats, des partenariats pluriannuels sur 2, 3, voire peut-être 4 ans, pour travailler sur des thématiques précises avec les différentes associations. Nous pourrions travailler sur l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le sport. Nous pourrions travailler sur plein de sujets thématiques, plein de thématiques avec les associations à partir du moment où on leur offre une visibilité à long terme. Par exemple, moi j'adorerais, on l'a commencé à le faire, mais on pourrait le faire encore plus, que tous les écoliers nojentais fassent de l'aviron ou du canoë-kayak au cours de leur parcours scolaire. Mais ça, c'est quelque chose, on peut nous le décréter au côté municipal, et si on n'a pas les associations qui travaillent à nos côtés, on ne pourra pas le faire. Sur l'aviron, on a déjà commencé avec le canoë-kayak, ils ont quelques écoles qui y vont, mais je pense qu'il faut aller au-delà. On parle de Nogent-sur-Marne, donc c'est important aussi que les Nogentais réintègrent un peu le quartier des bords de Marne, qui est une de nos forces. Et j'ajoute aussi sur les associations un point très important, c'est les créneaux. Comme j'ai dit, il y a un soutien en mise à disposition de locaux. Malheureusement, ces locaux sont parfois insuffisants pour répondre à l'offre. Et avant d'être directeur de cabinet, je suis habitant de Nogent, je suis papa de deux garçons, et je déteste voir des parents qui se rendent au village des associations et qu'on leur dit bah, écoutez, on met votre enfant sur liste d'attente parce qu'on n'a pas suffisamment de créneaux. Il faut répondre à la demande croissante de créneaux. La nouvelle population nogentaise, ce sont beaucoup de trentenaires, de quarantenaires qui s'installent, qui viennent chercher la petite pièce en plus qu'ils n'avaient pas sur Paris. Ils ont souvent un, deux, parfois trois enfants. Donc on sait que c'est la population qui va être la plus consommatrice et de services publics et de créneaux auprès des associations. Donc il faut qu'on anticipe cette demande. Il y a une solution que nous mettrons en place dès notre arrivée aux responsabilités, qui est l'investissement dans de la domotique. C'est ce qu'ils ont fait au niveau de la métropole de Nantes, qui leur a permis de mettre à disposition des associations sur des créneaux tardifs et tout le week-end, un très grand nombre de gymnases. En investissant dans la domotique, nous pourrons justement offrir cet appel d'air aux associations en leur permettant d'ouvrir de nouveaux créneaux qui jusqu'à présent leur sont refusés. Et puis je pense que à moyen, là c'est à court terme, mais à moyen terme, nous ne ferons pas l'économie d'une étude pour la création d'un nouveau gymnase. Encore une fois, la population de Gentaise rajeunit, nous avons de plus en plus d'enfants, donc il faudra également réagir en conséquence et prévoir la construction d'un nouvel équipement dédié aux associations. Et du coup, y a-t-il des projets pour faciliter l'accès aux infrastructures sportives et culturelles ou pas? Bah déjà, comme je l'ai dit, la Ouais. domotique, court terme, moyen terme, plus long terme, la création d'un nouveau gymnase. Et encore une fois, moi je crois beaucoup au partenariat avec tous les acteurs locaux, que ce soit les acteurs locaux sportifs ou les acteurs locaux culturels. Nous pourrions très bien imaginer, pour les jeunes nojentais notamment, un accès facilité à toutes ces infrastructures. Ok. Comment impliquez-vous les habitants de la prise de décision municipale? Et déjà en s'engageant dans la campagne. C'est le premier acte citoyen. Après, la méthode que j'ai déployée quand j'étais directeur de cabinet, c'est la même que je déploie depuis que je suis entré en campagne. C'est-à-dire, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Tous les jours, je tiens une permanence dans tous les quartiers, à différents créneaux horaires. Si ces créneaux-là ne conviennent pas aux personnes qui souhaitent me rencontrer, je me rends disponible pour aller à leur rencontre et échanger sur les thématiques qui les intéressent. C'est ce que je faisais également en tant que directeur de cabinet, ce qui a beaucoup plu et beaucoup intéressé les acteurs locaux avec lesquels la municipalité était amenée à travailler, c'est que on était disponible. Donc je serai également un maire très disponible.
Je vais pas m'enfermer dans une tour d'ivoire si jamais je suis élu maire. Au contraire, je pense que je maintiendrai, parce que je pense que c'est une très très bonne formule, les permanences dans tous les quartiers. Et donc c'est un échange permanent en fait. C'est une Oui. co-construction de l'action publique. Ouais. L'action publique, elle n'est pas décrétée par quelques élus qui sont enfermés dans un bureau à l'hôtel de ville. L'action publique, elle doit répondre avant tout aux besoins du terrain. Et la force de notre équipe, c'est justement d'être composée d'acteurs locaux, d'acteurs de terrain qui nous font des propositions, et ces propositions sont ensuite nourries et développées à travers tous les échanges que nous avons dans tous les quartiers. Donc nous serons des élus extrêmement disponibles. Ce sera une charte de conduite que j'imposerai à tous les élus de mon équipe. Et avez-vous des dispositifs de consultation ou de budget participatif à prévoir dans les années à suivre? Là encore, le principal budget participatif, c'est le budget municipal. Les gens votent. Il faut arrêter avec cette idée selon laquelle on va demander l'avis des gens une fois, et après, pendant 6 ans, on a un blanc-seing. Non, moi je voudrais que les habitants s'investissent dans les décisions municipales, qu'ils viennent à nous rencontrer, échanger dans tous les temps où nous tiendrons des permanences, sans langue de bois, sans dogmatisme. Je veux qu'ils viennent, qu'ils assistent au conseil municipal, qu'ils reprennent un peu le destin de leur ville en main. Les gens se plaignent parfois d'avoir une classe politique qui parle à leur place, mais il faut pas les laisser faire. Il faut pas les laisser faire. Qu'ils viennent nous rencontrer. Nous ne sommes que leurs représentants, et s'ils estiment que ça ne va pas, écoutez, on corrige le tir, on discute, on échange. Je veux dire, le dialogue démocratique, il ne doit pas avoir lieu qu'une fois tous les 6 ans au niveau municipal. Là, je parle pas, d'ailleurs, c'est une situation générale, Ouais. hein, je parle pas que de nos gens. Dans toutes les communes où j'ai été amené à travailler, on a vu effectivement, alors il y a un regain d'intérêt toujours, quelques semaines, voire mois, qui précèdent les élections municipales. Cet intérêt, après, il va décroissant une fois que la nouvelle équipe est élue. Là, on a fait des conseils municipaux pendant les 5 ans que j'étais directeur de cabinet. On avait dans la salle 3, 4 personnes. 4 personnes, c'est pas suffisant. Il faut que les gens s'investissent beaucoup plus, qu'ils se responsabilisent. C'est leur ville avant tout. Hein. C'est leur budget municipal. Alors après, il y a d'autres solutions effectivement de créer des conseils de quartier, de créer des comités consultatifs, etc., etc. On fait des réunions, toujours des réunions. C'est intéressant. Mais les personnes qui siègent dans ces conseils de quartier, mais qui essayent d'abord de proposer un projet, qui nous rejoignent, qu'on en discute. L'équipe est ouverte. Investissez-vous dans la vie municipale. Je suis d'accord là-dessus. Quelle est votre vision pour la ville dans 10 ou 20 ans? Alors, c'est une grande vision. C'est une belle ambition que nous partageons avec l'ensemble de mon équipe. Nous voulons faire de nos gens la capitale de l'Est parisien. Tout simplement. C'est ce que nous avons annoncé dans la première réunion publique que nous avons tenue. Nous voulons faire de nos gens la capitale de l'Est parisien. Au-delà du slogan, ça veut dire développer les 3 cœurs de nos gens pour qu'ils battent toujours plus fort. Et les 3 cœurs de nos gens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le port, c'est le centre-ville, c'est les secteurs du RERA, le quartier Baltard. Et aussi, n'oublions pas, car c'est un secteur qui a souvent été délaissé, le boulevard de Strasbourg, qui aujourd'hui est vécu comme une frontière. Je l'ai d'ailleurs moi-même constaté lorsque j'étais directeur de cabinet. On a l'impression on vit du bon ou du mauvais côté du boulevard de Strasbourg. Si les Nogentaises et les Nogentais nous font confiance, en même titre que nous traiterons la place Leclerc avec le président du conseil départemental, nous requalifierons l'ensemble du boulevard de Strasbourg pour que, plutôt qu'une frontière, cette avenue, ce boulevard, devienne un axe de fierté et de lien entre tous les quartiers. Ok. Et du coup, comment vous réagissez à la haine de vos opposants sur les réseaux? La question qui fâche, on va dire un peu. Non, j'en souris, ça ne me fâche pas. Ah, ça ne me fâche pas. Comment dire? En fait, c'est du bruit. C'est uniquement du bruit. Heureusement, ça n'intéresse pas grand monde, pour ne pas dire personne. Ils sont quelques excités qui s'auto-stimulent d'ailleurs entre eux. Alors après, on sait d'où ça vient. Voilà, j'ai envie de dire, chacun son style. Nous avons des adversaires qui décident de mettre la campagne au niveau du caniveau. Nous préférons le dialogue et le débat. Mais pour être honnête, moi ça me choque plus. Ça ne me choque plus. Ça s'est d'ailleurs un peu calmé là ces derniers temps. On a l'impression que
Certains ont mis le holà. Mais vous savez, je suis pas choqué par le fait d'être presque insulté, caricaturé. J'ai eu droit à des caricatures sur les réseaux sociaux, montré du doigt dès que je tiens une permanence sur le marché, que je sois accompagné ou non. Je suis pas choqué par le fait d'être banni de certains réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Hein. Les membres de mon équipe qui sont identifiés sont également bannis à leur tour, caricaturés, moqués, insultés. Moi, ce qui me choque, par contre, j'aimerais bien que l'énergie que toutes ces personnes mettent dans leur vindicte, ils la mettent plutôt à la construction d'un projet. Ce qui m'embête beaucoup, et ça c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est mes adversaires, on les connaît. Ils sont en campagne depuis bien plus longtemps que moi. Certains sont en campagne depuis des mois. Ils siègent au conseil municipal depuis des années, que ce soit dans la majorité, dans l'opposition, certains ont même fait les deux. On en a même qui se présentent à chaque élection municipale depuis des décennies, depuis même les années 90, et pourtant on ne sait pas ce qu'ils veulent pour la ville. Ils n'ont pas été encore capables de nous proposer des mesures concrètes à soumettre au débat public. Moi, avec mon équipe, nous nous sommes présentés, nous sommes déclarés en campagne le 7 septembre. Moins d'un mois après, on a fait une réunion publique où on a détaillé 30 mesures concrètes, une trentaine de mesures concrètes. Et je vous invite, toutes et tous, et notamment les auditeurs qui nous écoutent, à la réunion publique que nous tiendrons le 7 décembre prochain à 15 h dans la salle Charles de Gaulle, où, là encore, on présentera de nouvelles mesures, nous présenterons de nouveaux membres de l'équipe et nous prévoirons également un temps d'échange de questions-réponses. Donc voilà, qu'ils mettent leur énergie plutôt à travailler à un projet, ça serait beaucoup plus respectueux pour les Nogentaises et les Nogentais. Ok. Donc pas de haine de mon côté. Ok, et du coup, si vous devriez mettre 3 mots pour résumer, par exemple, votre mandat du temps que vous étiez directeur de cabinet au maire, ce serait quoi les 3 mots que vous auriez à dire? 3 mots? Ouais. Bah ça tombe bien, tout mon projet politique est structuré autour de 3 mots. Proximité, durabilité et attractivité. Merci à toi Loïc pour cette co-animation. Ouais. Bah de rien, Elvis, et merci pour l'invitation également. Merci à toute l'équipe d'Artup. Ouais. Allez. Merci à l'équipe d'Artup. Merci à Libé Montana. Merci, oui, à Merci à toi Elvis. Ouais. Merci Loïc. Merci à Franck qui est derrière là. Merci à Monsieur Montana. Ouais. Merci à Monsieur Alibi Montana. Merci aussi à Monsieur Majid. Ouais. Et merci à toute l'équipe d'Artup. Ouais. Merci à vous aussi, Monsieur Julliard. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne Artup TV. Ouais. Et on va laisser le mot de fin à Monsieur Gulliard. Ouais. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Encore une fois, venez nous rencontrer, engagez-vous à nos côtés. Et je vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain à la salle Charles de Gaulle à 15 h pour parler de nos gens, de notre ville et de son avenir.